Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite le sommaire. C'est un domaine d'études trop souvent négligé. Comment revaloriser l'enseignement de la technologie au collège? Quels enjeux se cachent derrière ce cours? On en débat dans un instant avec nos invités. Accompagner les parents à chaque étape de leur vie de famille, voilà ce que propose A2Kids. On verra comment ça fonctionne avec sa créatrice qui sera avec nous en deuxième partie d'émission. Et puis enfin, Mickaël Dorian qui nous emmène faire un tour sur les réseaux sociaux où le débat d'hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a largement été commenté. Vous le verrez. Mickaël, qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Mickaël, difficile d'être passé à côté évidemment du débat du second tour hier soir et parmi les sujets évoqués, l'école. Oui, même si le sujet est arrivé tard dans la soirée, alors le leitmotiv d'Emmanuel Macron durant ce débat, c'était aller plus loin dans ce qui a déjà été fait, une façon de ne pas casser son bilan des 5 années qui viennent de s'écouler. C'est valable pour l'éducation, avec une légère modification de la réforme des lycées. Écoutez. Ce que je veux faire, c'est continuer à investir sur notre école, les fondamentaux, en remettant les mathématiques jusqu'au baccalauréat. C'est là où je veux changer la réforme que nous avons faite. Ensuite, en mettant la demi-heure de sport quotidienne, qui est un point très important, y compris pour mieux apprendre. Et le sport à l'école est un point fondamental pour l'apprentissage. En développant l'éducation artistique et culturelle, qui, aux côtés des savoirs fondamentaux, est un projet pour l'école, à mes yeux, décisif. Ensuite, c'est de mettre les moyens sur les classes de 6e et de seconde, qui sont les classes charnières, où les décrochages se font. Là aussi, en permettant, partout où c'est nécessaire, de dédoubler. Autre mesure forte annoncée par Emmanuel Macron, la revalorisation des enseignants conditionnée jusque-là au mérite. C'est en partie balayé. Mercredi soir, il a promis de tous les revaloriser. Autre sujet abordé par Marine Le Pen, cette fois-ci celui de la sécurité à l'école. Un sujet central du programme pour l'école de Marine Le Pen qui mise sur l'autorité et la discipline. Elle souhaite notamment en finir avec les élèves perturbateurs en les éloignant de leur établissement d'origine. Ce dont vous n'avez pas parlé, c'est la sécurité à l'école. Parce qu'aujourd'hui, il y a des classes entières qui sont persécutées, avec leurs professeurs d'ailleurs, par quelques individus qu'on laisse nuire à l'ensemble de la classe, qu'on laisse gâcher l'avenir de certains élèves qui, du coup, n'arrivent pas à travailler parce que la transmission du savoir, ça se fait dans la tranquillité, dans la paix. Dans le respect du professeur. Et je pense qu'il faut être beaucoup plus sévère. Je pense qu'il faut arrêter de mettre la poussière sous le tapis, d'arrêter le pas de vague, dont beaucoup de professeurs se sont plaints d'ailleurs, et qui fait qu'on ne prend plus de décision, que le conseil de discipline n'ose plus prendre de sanctions, d'exclusions, y compris d'exclusions définitives, je le dis. Voilà des sujets évidemment qui n'ont pas échappé au ministre de l'Éducation qui a suivi avec attention ce débat. Jean-Michel Blanquer était ce jeudi l'invité de Christophe Barbier sur Radio J. Le ministre a donné son avis sur le match Macron-Le Pen, un match selon lui, et ce n'est pas une surprise, largement dominé par le président candidat. Évidemment, mon jugement, c'est qu'Emmanuel Macron, à chaque fois, a montré une maîtrise des dossiers qui n'est pas seulement un sujet technique. C'est aussi un sujet de maîtrise complète et d'une vision qui est proposée à la France. Alors que du côté de Marine Le Pen, même si elle a progressé depuis 5 ans, ce que l'on voit, c'est surtout une addition de propositions démagogiques et qui ne tiennent pas la route quand on commence à approfondir. Donc c'est de ce point de vue-là, évidemment, Emmanuel Macron l'a emporté à mes yeux, mais c'était bon de voir d'abord du respect entre les deux candidats et puis d'avoir tout simplement une possibilité d'approfondir pendant ce temps qui a été assez long, 3 heures. Jean-Michel Blanquer qui s'est également exprimé sur son bilan. Oui, toujours sur Radio J, Jean-Michel Blanquer est revenu sur ses quasiment 5 années passées au ministère de l'Éducation nationale. Il était interrogé sur ce qui reste pour lui sa plus grande fierté. Alors la plus grande fierté, c'est ce que je commençais à vous dire, c'est-à-dire l'école primaire. Puisque si vous regardez la courbe d'évolution de l'école primaire, de 2018 à 2022, c'est une courbe en hausse avec un trou d'air. À la rentrée 2020, septembre 2020, nos évaluations, qui ont été une création de ce quinquennat aussi, nos évaluations montrent une baisse du niveau, l'effet du premier confinement. Ça a motivé tout ce que j'ai fait pour l'école ouverte. Donc, mais la fierté, c'est que malgré ça, nous sommes probablement un des très rares pays occidentaux à avoir le niveau qui monte à l'école primaire pendant cette période qui a été un désastre éducatif mondial.
Allez, on termine avec un tout autre sujet, Mickaël, l'ouverture prochaine d'une école en plein air près de Lyon. Très en vogue dans les pays scandinaves depuis plusieurs années, les Forest Schools arrivent petit à petit sur le sol français. Le principe, proposer une scolarité en pleine nature, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, afin de se reconnecter avec l'environnement. L'association Les Voix de la Forêt projette d'en ouvrir une dans les monts du Lyonnais dès la prochaine rentrée scolaire. C'est chouette ça comme idée. Hein. Très sympa. Merci Mickaël. Alors la techno, parlons-en, la techno à l'école bien entendu, pas la musique. Comment valoriser l'enseignement de la technologie au collège? Quel est l'enjeu de ce cours? On en parle tout de suite. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marilyn Perronnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice de Digital, une plateforme pour apprendre les sciences aux enfants tout en s'amusant, ainsi que Charles Lecomte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de techno. On dit la techno, hein, parce que Oui, on dit technologie. Mais tout d'un coup, quand on dit technologie, on est perdu en fait. Parce qu'on est tous habitués à la techno. On dit techno. Alors, la techno, qu'est-ce que c'est? Je sais que ça paraît vraiment idiot de poser la question, mais parce qu'on est perdu. Il y a eu des idées de sciences et vie de la Terre, de physique, de cours de numérique, de cours d'éducation morale et civique. Et donc, du coup, après, on ne sait plus où situer la techno. C'est quoi la techno? Alors, la techno, c'est vrai que ça fait un peu le lien entre toutes ces matières, mais c'est vrai qu'on essaie surtout de montrer aux élèves comment est-ce qu'on peut programmer, comment est-ce qu'on peut travailler sur ordinateur. Et on travaille sur plein de supports. Ça peut être sur des drones, même des casques de réalité virtuelle, on travaille sur ordinateur bien sûr, mais aussi sur papier. On est vraiment dans ce domaine-là et c'est vraiment très très varié et on se plaît beaucoup à faire ce travail. C'est vrai que c'est très intéressant. Donc c'est vraiment les sciences liées au numérique en fait. Voilà, vraiment les sciences sont vraiment liées au numérique, exactement. On a à voir à développer les différentes compétences numériques. Je fais même des cours d'éducation aux médias et à l'information aux élèves dès la 6e afin de pouvoir les préparer au mieux à utiliser l'outil informatique parce c'est important de le maîtriser dans l'avenir et c'est pas toujours le cas pour tous les élèves de la 6e. Et donc on développe ça en effet dès la 6e avec eux afin de pouvoir après utiliser ces outils dans les différentes matières, mais pas que aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes enseignant, Charles Lecomte? Alors moi, ça va faire à peu près une dizaine d'années que je suis enseignant. D'accord. Avant, j'étais dans le privé, voilà, je travaillais dans un grand groupe français. Ouais. Et en fait, j'ai changé, j'ai découvert ça un petit peu par hasard. J'ai commencé d'abord en lycée professionnel, où j'ai pu découvrir en compte le métier qui était en compte avec des lycées, avec un lycée professionnel en bac pro et en BEP. Et en compte, il fallait faire de la fabrication sur ordinateur avec les élèves pour fabriquer des pièces pour l'aérospatiale. Et ça m'a énormément plu de le faire avec eux. Et après, au fur et à mesure, j'ai glissé vers le collège, parce que j'ai trouvé que c'est très intéressant d'avoir des élèves en collège, où il y a beaucoup d'appétence pour les nouvelles technologies. C'est en plus ce qui m'intéresse beaucoup. Donc, Parce que j'allais y venir. Alors 10 ans, c'est récent, hein, mais il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, la techno, c'était on apprenait à faire de la gestion, on apprenait la mécanique, on apprenait l'électronique. on faisait même de la cuisine avant. En techno, il y a très très longtemps. Hein. Mais ça veut dire que la mécanique, l'électronique, c'est perdu, ça n'a plus Alors d'intérêt? on en fait beaucoup moins, on demande de faire beaucoup plus de programmation avec eux, mais moi j'en fais encore un petit peu, on fait des petits projets avec eux, on doit fabriquer des petits circuits électroniques, mais c'est toujours dans l'idée de travailler sur la démarche projet avec eux. Donc on doit faire des projets avec eux de façon à pouvoir construire des éléments, et après de le présenter à la classe, ça peut être avec des montages vidéo en fond vert, enfin c'est vraiment très varié. Alors vous, avec Digital, Marilyn Perronnet, qu'est-ce que vous proposez également? Vous proposez la connaissance justement des outils informatiques? Alors en fait, chez Digital, on est parti d'un constat qu'effectivement, les métiers de demain, on ne les connaissait pas évidemment, mais c'est surtout qu'il y a une différence entre programmer, coder et comprendre l'algorithme. Et en fait, nous, on s'est dit qu'il faut rendre l'esprit critique aux jeunes de 5 à 17 ans, en sachant que quand ils utilisent un réseau social, par exemple, c'est toujours un algorithme derrière. Donc, en fait, fort de ça, Digital, en fait, a été créé pour venir justement à disposition des enseignants pour leur créer du contenu pédagogique. De la grande section au lycée, en suivant le programme, notamment de mathématiques, qui pousse dès le CE1 une heure d'algorithmie dans les programmes. Et on parlait du collège, oui. Et notamment, il y a une épreuve de programmation de Scratch en 3e, 15% de la note de mathématiques, c'est la programmation sur papier. Donc en fait, chez Digital, on a créé tout ce contenu, à la fois pour les enseignants de primaire, c'est-à-dire sans écran, où ils sont capables en classe d'avoir 30 heures de contenu pédagogique à faire avec les enfants pour justement comprendre ce que c'est qu'un algorithme, qu'est-ce qu'un déplacement absolu, qu'est-ce qu'une condition, une boucle, une variable, et puis ensuite de se dire qu'au collège, à partir du moment où on connaît ces bases, et ben en fait, on va coder, notamment par bloc, mais pour mettre en pratique ce que c'est qu'un algorithme. C'est-à-dire que nous, notre objectif chez Digital, c'est pas d'apprendre à coder pour coder,
parce que ça n'aurait aucun sens. Ce qui est important, c'est que les jeunes comprennent ce que c'est qu'une intelligence artificielle, dans quel but c'est fait et quels sont notamment les business models, entre autres des réseaux sociaux. Donc voilà, nous, on propose sur notre plateforme tout ce contenu mis à disposition pour les enseignants pour les aider à faire leurs cours sur tous ces segments d'algorithmie et de technologie. Parce que la techno est enseignée, je crois, en 5e, 4e, 3e. Même dès la 6e. Ah, dès la 6e aussi? Oui. Ah d'accord, dès la 6e aussi. Mais vous parliez de 5 ans, donc 5 ans c'est le primaire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait justement à l'âge de 5 ans, entre 5 ans et 11 ans, l'arrivant en 6e? Alors en fait, dès l'âge de 5 ans, nous, on est parti du postulat, on a un comité scientifique de neuroscientifiques, de psychologues, de psychomotriciens, que l'enfant, quoi qu'on en dise, apprend toujours mieux avec les mains. Donc que ce soit en français ou en maths, le cerveau d'un enfant est quand même le même que celui que nous avions. Et il apprend toujours mieux dans sa plasticité en faisant par lui-même. Donc en fait, on a créé tout ce contenu justement où les enfants apprennent grâce à notamment à nos cahiers, à des activités. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont notamment commencer à faire pousser des graines en suivant un algorithme. Ils vont notamment apprendre à faire des bracelets où avant, on va leur apprendre qu'un ordinateur, ça compte en binaire. On va leur faire déchiffrer le 110 avec des codes secrets où ils vont faire des bracelets un peu à message secret. Et en fait, c'est toujours dans des projets manuels qui sont adaptés à leur âge et sans écran qui vont se mettre à comprendre ce monde-là. Et en fait, notamment, ce qu'on expliquait tout à l'heure, ils vont apprendre à maqueter un ordinateur avec une boîte à chaussures. Vous avez Pourquoi? beaucoup parlé tout à l'heure, en Oui. fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit exactement? On s'est retrouvé sur le projet de l'ordinateur. En effet, c'est vrai que madame a travaillé sur une maquette d'une boîte à chaussures. Et moi, en même temps, je lui disais, c'est marrant parce que moi, c'est pareil, en 4e, on va carrément ouvrir l'ordinateur du collège. On va regarder l'ordinateur qu'ils ont utilisé pendant 3 ans. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, on va essayer d'analyser les différents composants, comprendre leur fonctionnement. On va essayer de prendre en photo tout ça. Et ça se fait donc en 4e. Et ça rejoint un peu le projet madame qui fait ça donc avec ces fameuses boîtes. En fait, donc du coup, l'idée, c'est toujours d'avoir quelque chose de physique, finalement, Toujours. en partant du numérique pour arriver à quelque chose de physique. Tout à fait. Mais que l'école conserve. Non, les enfants repartent avec. Ah d'accord. Chaque enfant repart avec, Ouais. notamment jusqu'en fin de CM2, 6e. Et puis là, ils repartent tous. On a des classes de 6e avec leurs boîtes, notamment à chaussures. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il faut faire aussi la différence entre cette culture du numérique et utiliser les outils. Et pour avoir cette culture du numérique avant d'utiliser les outils, notamment l'ordinateur et le métaverse et le NFT auquel on enseigne aux lycéens plus tard, en fait, nous, on leur explique aussi l'histoire du numérique. C'est pas arrivé parce qu'ils sont nés et le numérique est apparu. C'est-à-dire qu'on a tout un travail d'histoire. On leur explique que Jules César était le premier cryptologue de l'humanité, jusqu'à Elon Musk aujourd'hui. C'est quoi l'évolution de l'algorithme, de la data pour les positionner comme une nouvelle matière et une nouvelle langue, en fait. Est-ce qu'ils sont conscients, à la fois les élèves, et ça, a priori, je crois connaître la réponse, mais surtout les enseignants, est-ce qu'ils sont conscients qu'effectivement, tous les métiers du numérique sont les métiers de demain? Vous le disiez tout à l'heure, que rien ne peut se faire sans le numérique aujourd'hui. Clairement. Et moi, j'aime bien Jacques Semem, ma pédagogie. On essaie de découvrir les futurs métiers qu'il y aurait, on essaie de se projeter, en créant des petits scénarios, des petits films avec eux, en imaginant quel pourrait être le métier de demain par rapport au numérique. Et ils s'amusent du coup à faire des petits montages, choses comme ça, et c'est très sympa. Et c'est vrai que ces métiers, je les sensibilise en leur disant, attention, c'est important, à la fin du collège, il y a bien sûr le brevet, mais il y a surtout l'orientation. Et je leur dis, c'est vraiment pour moi le plus important. Le brevet, c'est une chose, mais l'orientation, c'est vraiment le plus important. Et je leur dis, voilà, il faut bien réfléchir à ça et commencer un petit peu à semer des petites graines dans leurs esprits. C'est pas maintenant qu'on va faire son choix définitif dès la 3e, forcément. On sait jamais trop ce qu'on va faire. Par contre, enfin, on commence, parce qu'avec la réforme Blanquer, il faut quand même avoir déjà les matières qui nous intéressent. Donc finalement, on doit réfléchir beaucoup plus tôt. Exactement, et c'est pour ça que dès le collège, j'essaie de leur semer comme ça des petites graines en leur montrant des petits métiers par rapport au numérique et essayer un petit peu d'éveiller certaines curiosités de certains afin de, peut-être que plus tard, dans 2-3 ans, ils diront, tiens, j'avais vu ça, peut-être que ça pourrait... Peut-être que je vais me projeter là-dedans, en effet. Alors, on a un professeur de techno en plateau, mais est-ce que les autres professeurs avec qui vous êtes en contact, vous êtes en lien justement pour proposer, grâce à votre plateforme, des contenus, sont conscients de ça? Est-ce qu'ils savent, parce que j'ai vu les chiffres, hein, en 2035, 85% des métiers seront liés au numérique. Donc, est-ce qu'ils ont conscience de ça? Est-ce que ça leur fait peur? Ils en ont conscience. Après, ils sont aussi très tenus par un programme à suivre. Aujourd'hui, dans le programme, quelle que soit votre matière en tant qu'enseignant, on ne vous parle pas d'apprentissage du numérique. En français, en maths, ça reste très segmenté en France. Et alors, ils en ont conscience. 2, ils font aussi avec ce qu'ils peuvent. Mais surtout, je crois que ce qui est hyper intéressant, c'est une fois qu'on a dit que les métiers de demain n'existent pas, qu'est-ce qu'on peut apporter aux jeunes? C'est la confiance en soi. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un monde, il va falloir qu'ils soient capables d'avoir suffisamment confiance en eux pour apprendre à apprendre. Et donc, cette culture du numérique, sans être un technicien pur ou de prendre l'option juste ingénieur vraiment spécialisé,
c'est important que chaque enseignant et chaque parent, en fait, également, c'est notre responsabilité, je pense, sociétale à tous, de les accompagner sur la confiance en eux et cette culture. Et que chacun peut être capable d'apprendre sans connaître le métier, le futur métier de dompteur d'IA ou autre qu'on peut imaginer. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le sortir aussi de l'école, parce que quelles que soient les envies et motivations des enseignants, évidemment, ils ne pourront pas tout faire. Nous tous, comme on dit dans ce proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Dans ce monde numérique, il va falloir qu'on soit très nombreux pour les accompagner. Et je ne suis même pas là encore pour parler du sujet des filles, dans la tech, dans le numérique demain, parce que vous parlez de la réforme de M. Blanquer. Là, ils vont remettre au mois de septembre un tronc commun de mathématiques. Ces métiers du numérique sont totalement liés, on parlait de l'orientation, à ces enjeux aussi des mathématiques. C'est-à-dire quand vous arrêtez les mathématiques en première, vous arrêtez la programmation, vous arrêtez Python, vous arrêtez tous ces sujets scientifiques. Bien sûr. Donc en fait, c'est quoi la sortie? C'est le littéraire. Vous n'allez jamais accéder, peut-être, mais très peu, à un métier du numérique qui sont la totalité des métiers de demain, si vous avez évidemment 90% de la population qui est féminine, qui est littéraire. Donc c'est important pour nous, en tout cas, et notamment chez Digital, mais pas que, notre ambition et mon engagement tous les matins, c'est de me dire... Il faut que les filles, et notamment les petites filles, dès lors qu'elles commencent en grande section, en CP, elles grandissent sans se poser la question. Mais alors peut-être qu'il faut repenser l'idée de la forme et du fond. C'est-à-dire qu'en fait, on parle du numérique comme effectivement une matière à proprement parler, à proprement dite, ce qui est tout à fait normal. Mais donc de fond, peut-être qu'on pourrait inclure justement le numérique partout pour le tronc commun du français, des maths et des autres disciplines. Exactement, et c'est ce qu'on appelle notamment aux États-Unis le STEAM Education, sciences, technologies, ingénierie, arts et maths. Donc les Américains, les Anglo-Saxons, les Asiatiques sont dans cette méthode d'apprentissage qu'on évoquait tout à l'heure en mode projet. En fait, les métiers du numérique, c'est des soft skills, désolé pour le mot. C'est être capable d'écouter. Vous en avez dit quelques-uns depuis le début, de toute façon. Ça va, je m'adapte. J'ai fait un petit rhétorique. En plus, j'ai de ça. Mais je fais les compétences douces. Et en fait, qui sont des compétences relationnelles. C'est-à-dire qu'on remet l'enfant en termes de projet. Et effectivement, c'est important de se dire, nous, en France, aujourd'hui, on est vraiment en retard sur le sujet de ces matières transverses. Et j'ai appris la semaine dernière qu'en Finlande, ça y est, ils testaient sur 30% de leurs écoles le sujet d'apprentissage en mode projet. D'accord. Ah bah, très temps. Ça vous rassure? Oui, ça me rassure. Mais nous, on le fait déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins avancé que certains pays dont vous citez. C'est vrai qu'on essaie de faire des petits projets en commun, moi notamment avec la prof de SVT ou en physique. On essaie d'avoir un petit pôle science où on partage, par exemple, un éco-quartier qu'on fait avec les élèves. Et on va chercher l'énergie en physique pour cet éco-quartier. On va chercher le moyen de valoriser les déchets avec la SVT. Et puis en techno, moi j'assemble un petit peu tout ça avec un petit programmation, une maquette. Et c'est vrai que c'est un projet qui se fait sur l'année avec les troisièmes. Et on est un peu dans cette démarche-là. Mais vous parlez effectivement des projets que vous faites avec les écoles. D'ailleurs, on a des images de cela. Je crois que vous avez fabriqué un drone, c'est ça? Oui, enfin, on fabrique un drone. On a des... Voilà. Alors ça, c'est une vidéo d'élèves. En compte, c'est un petit montage qui a été fait. C'est un drone qui est fait par une entreprise française. Et en compte, c'est un... Et là, on a fait un petit scénario. Le but, c'était de trouver quel pourrait être l'usage du drone dans le futur, à quoi pourraient servir nos drones. Donc, ils avaient plein d'idées différentes. Et après, il fallait fabriquer éventuellement des pièces sur imprimante 3D pour pouvoir agrémenter le drone d'objets pour remplir sa fonction. Alors, en l'occurrence, c'était divertir un animal pendant que le propriétaire était parti en vacances. Et donc, c'est un groupe de filles qui... Rassurez-moi, il n'était pas abandonné quand même. Hein. Non. C'était pas juste un drone qui s'occupait de lui. Non. D'accord. Non, parce qu'on protège les animaux quand même sur ce coup. Mais c'est important de prendre en compte aussi l'idée que la techno, donc cette science, cette matière enseignée à l'école, est une matière aussi importante que les autres matières. Parce que souvent, on dit un peu, la techno, est-ce que c'est pas le cours où on fait un peu n'importe quoi, c'est la récré Exactement. Comme on est un petit peu connu, c'est vrai que c'est parfois un petit peu comme ça qu'on le voit, ou des choses qu'on a fabriquées dans le passé. Qui nous a pas trop servi, alors qu'en fait, moi j'avoue que je me bats contre ça, parce que c'est vrai que c'est au contraire, la matière a déjà énormément évolué, et puis surtout, comme vous dites, les métiers de demain, c'est vraiment cela, quoi. Donc il faut vraiment que les élèves et les enfants, ils se rendent compte, c'est un réservoir énorme pour l'emploi, et il faut à tout prix qu'ils se mettent à travailler dans ces métiers, en tout cas développer un maximum de compétences pour peut-être évoluer au sein d'une entreprise, ou simplement avoir un métier dans le numérique. À l'époque, c'était enseigné en demi-groupe. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors non, on est en groupe. Alors moi, je suis dans un petit collège rural où on a de la chance d'être avec un groupe de 25 élèves à peu près, donc ça va encore. Mais globalement, on est toujours en groupe
un groupe d'une 30aine d'élèves et on n'est pas en demi-groupe. Non, ça se fait pas, ça se fait plus comme ça. D'accord, mais alors créer des choses, créer justement des objets, des robots, enfin tout ce que vous proposez pendant les cours, ça demande aussi de l'argent. Est-ce que vous avez une allocation, si je puis dire, en tout cas pour ça? Alors oui, en fait, on a un budget qui est donné par l'établissement. Alors c'est réparti entre les différentes disciplines ou non. Ça dépend un petit peu comment est géré avec le gestionnaire cette partie-là. Mais en fait, on a un budget... Quel est le montant par classe? Par classe, ou par pour une élève? centaine d'euros. Pardon? Une centaine d'euros à peu près par classe. Une centaine d'euros par classe. Une centaine d'euros pour un an? Pour un an, pour une classe, oui. Ah oui, donc c'est quand même assez léger, parce qu'une fois qu'on a acheté oui, c'est vrai que ça, c'est de léger. quoi construire un petit moteur et... Voilà, il faut être assez intelligent, essayer de faire des achats groupés et investir sur des produits qui vont fonctionner dans le long terme. On est capable aussi parfois de réutiliser le moyen sur différentes maquettes, par exemple des petits robots à programmer en 6e qui viendraient suivre une trajectoire qui serait décrite au sol avec un peu de programme. On peut le réutiliser en 5e en faisant un petit robot aspirateur sur une maquette d'une maison qui viendrait en quelque sorte simuler l'aspiration du sol. Donc on peut réutiliser ça. Je le fais même en 4e pour après simuler qui vient repeindre les lignes d'un terrain de football. Donc jouer là-dessus. Donc on peut réutiliser le matériel sur différents niveaux. Et on est obligé parce que c'est vrai qu'en termes de budget, on est souvent assez limité. Ouais. Parce que 100 €, vous êtes évidemment un passionné, on a discuté tout à l'heure et j'ai trop hâte qu'on se revoie après. Vous allez arrêter de discuter avant l'émission parce que ça ne va pas du tout. Non, mais c'est génial. Moi, je termine. Non, mais que ce soit clair. c'est super. C'est ici que ça se passe, c'est pas avant ni après. Non, mais parce qu'en fait, vous parlez des robots à 100 €. Par exemple, nous qui investissons beaucoup dans les robots, les drones, etc. pour nos cours, en fait, aujourd'hui, 100 €, c'est même pas le prix d'un robot, si je dois le citer aux Zobot. On achetait $80, nous, il y a, je sais pas, à peine un an et demi. Aujourd'hui, ça vaut $240 avec la hausse des matières premières. Ouais. Et en fait, je trouve que ce sujet du financement, c'est un scandale. Parce qu'en fait, c'est pas normal. Vous êtes en lien avec l'Éducation nationale? Oui, alors nous, on les rencontre, on les connaît, ils nous connaissent. Mais en fait, ce sujet est immuable. C'est-à-dire que tout le monde trouve ça super, la pédagogie, mais en fait, personne ne la finance. Donc, quand on voit ce que vous faites, c'est déjà un peu exceptionnel. Mais on ne peut pas accompagner, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que les enseignants sont motivés, etc. Évidemment, mais on ne peut pas être motivé si en même temps on n'a pas de contenu et on n'a pas de matériel. Oui, comment on accompagne les élèves sur ce chemin du numérique si on n'a pas monsieur en tant que prof de techno? Des vrais passionnés. Marilyn Perrennet, vous, de votre côté, vous proposez aussi des activités ludiques, vous le disiez, pour les élèves. Vous fabriquez donc des maquettes, des robots, enfin, toutes sortes de choses. On initie les enfants aussi aux objets, aux matériaux recyclés, vous en parliez. C'est une façon aussi de parler des grandes thématiques essentielles d'aujourd'hui, et notamment d'environnement. C'est indispensable, c'est-à-dire que je crois profondément que justement la tech doit être un outil comme le feu a été un outil pour l'homme préhistorique. Et c'est pas l'inverse. C'est pas l'être humain qui est un produit pour la tech. Il y a des très belles choses dans la tech. Et donc nous, vraiment, notre ADN, c'est de dire on doit prendre le moins possible sur la planète, et on parlait des robots, etc., pour enseigner aux enfants en restant sur des choses très simples. Donc, effectivement, on est sur du sans écran, notamment la grande section, jusque parfois en fin de 6e, ce qui ne les empêche pas justement de comprendre l'algorithme et d'avancer avec très peu de choses. Tout à fait. Et puis, le deuxième sujet, c'est de se dire, on a lancé aujourd'hui, pour sortir du cercle de l'école et l'éducation nationale pour l'instant, en tout cas, par des box, où effectivement les enfants, les élèves vont les recevoir à la maison. Et dans ces box, c'est du matériel qu'ils vont recycler de la maison. Par exemple, comment faire une maquette spatiale, on parle de l'ISS, des sciences, et ils vont pouvoir la faire en prenant de chez eux une bouteille de lait qui a recyclé, une bouteille d'eau, et tout le reste, c'est dans la box. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cet item de ce qu'ils appellent aujourd'hui, je sais pas, deep tech en tout cas, de attention, chaque texto, on prend de l'énergie en fait, et je parle pas encore de crypto-monnaie, de minage qui consomme énormément, on n'en est pas là aujourd'hui, en tout cas c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est aussi les sensibiliser très tôt et très jeunes à cette économie aussi d'énergie via la tech, et qu'on peut apprendre encore énormément de choses sans avoir besoin de consommer d'énergie, bien au contraire. Il serait temps à vous écouter qu'ils prennent en compte ce sujet-là, parce que la technologie, finalement, permet d'amener vers les sujets et vers tous les grands métiers de demain, et en plus de parler de sujets essentiels comme l'écologie. Jean-Michel Blanquer a relancé le plan Sciences et Technologies, avec une initiation à la démarche scientifique, justement, et le développement de la pensée méthodique, et ce, dès l'école primaire, ce qui vous concerne, vous en particulier, puisque vous commencez dès l'âge de 5 ans, à la différence de vous, qui davantage en 11 ans. 10-11 ans, en 6e. Est-ce que vous avez entendu parler de ce plan déjà? Est-ce que ça donne
Alors, non, j'ai pas trop entendu parler. Je sais pas si madame en a Et comment est-ce encore... possible, ça? C'est quoi le couac? Il y a un problème de dialogue, hein, clairement, entre le ministère et les enseignants et le corps C'est vrai que professoral. c'est compliqué. Hein. Oui, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir ce dialogue il est assez compliqué. Moi, j'ai encore été inspecté il y a pas très longtemps. C'est vrai j'ai des outils, par exemple, que j'utilise Ils vous inspectent, mais ils ne vous parlent pas de ce qui est possible dans le plan. Pas toujours, non. Alors, ils inspectent quoi, alors, du coup? Le contenu du cours, ils regardent un petit peu ce qu'on a fait, ils regardent un petit peu notre démarche sur le projet. En l'occurrence, ils étaient contents, oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus d'infos. Mais vous voyez, pour rebondir sur ce que disait madame, ces fameuses box, ça c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'au final, on arrive à avoir du contenu qui est matériel. On n'a pas forcément besoin d'avoir un ordinateur pour travailler parce que nous, souvent, dans l'établissement, pour parler du matériel, parfois c'est un peu compliqué. Connexion Internet, l'ordinateur qui est en panne. Ou moi, j'ai la chance, je suis vraiment privilégié dans le collège où il y a beaucoup de moyens, où on a fait le nécessaire pour avoir le maximum de moyens. Mais parfois, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Et ce genre d'outils, on est sur du physique, c'est vraiment parfait. Je ne sais pas si M. Blanquer a pensé à ça, mais c'est vrai que ce serait quelque chose qui serait à développer parce que c'est, pour nous, pédagogiquement, moi, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue d'un professeur, c'est très bien aussi de passer sur ce genre de support qui soit physique. Les élèves, ça les fait aussi changer de voir autre chose que des écrans, comme ils font peut-être un peu trop chez eux. Et c'est valorisant aussi de valoriser quelques matières qui sont parfois recyclées. Justement, gérer le problème des écrans, hein, c'est compliqué pour une matière comme la vôtre, où vous enseignez la technologie. Mais vous proposez aussi des activités qui sont de la 3D ou même des jeux vidéo comme Minecraft, qui est quand même un jeu mondialement connu, reconnu, pour intéresser les élèves au cours de techno. Est-ce que certains sont réfractaires? Alors, globalement très peu, honnêtement, très peu. On fait même des escape games avec eux en jeu. On essaie même de concevoir les escape games. Ça a l'air sympa, vos cours de techno. Ça, c'est super sympa. Honnêtement, c'est vrai que c'est vraiment très sympa. On compte. Le but, c'est pas juste de trouver la solution, mais on se sert des outils concret, en fait. C'est ça. Très concret, en fait. Et ça, ils aiment bien le travail en équipe. On est du coup encore dans cette démarche projet, essayer de se réunir et de prendre les compétences de chacun pour réussir à trouver les solutions. Et ça, c'est vraiment super, ça. Et ça marche très, très bien. Merci à vous deux d'avoir parlé techno avec nous, technologie à l'école. Marilyn Perronnet, je rappelle que vous êtes fondatrice de Digital, qu'on peut retrouver donc comment? C'est www.digital, OWL de la chouette.school. De la chouette? Pourquoi la chouette? Parce que la chouette, c'est le symbole de l'intuition. Et les enfants, je trouve qu'ils sont tous très intuitifs. D'accord, merci. Et Charles Lecomte, merci aussi d'avoir été avec nous. Vous êtes professeur de technologie dans quel lycée? Alors, je suis au collège de La Fontaine, à Montlieu-la-Garde, à qui je fais un petit coucou à tous mes collègues. Et donc, un collège rural, mais un super collège en Charente-Maritime. Il n'y a pas de mais, hein, vous savez. Au contraire, on en rêve tous. On en rêve tous. Mais je viens de Bordeaux, exprès. Je fais 1h30 de voiture. Formidable. Toute la famille là-bas, moi. Parce que... Ah oui, c'est vrai? Oui, je les embrasse. Mais très bien, parce que honnêtement, c'est super. Le rural, j'adore. Moi. Je me régale par rapport à... vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Vous êtes venu à Paris juste pour voir l'enfer de du gris et de la ville. Et hop, vite, je pars là-bas. Retour dans la verdure. Vous avez bien raison. Voilà. Merci en tout cas 1000 fois d'avoir été avec nous, Charles Lecomte et Marilyn Perronnet. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, on est toujours avec Mickaël Dorian, ravi évidemment. Je vous présente, cher Mickaël, Ariane Joutard-Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice de l'application A2Kids. Alors, que propose A2Kids ? Alors, A2Kids, c'est un site internet actuellement. L'application viendra, je l'espère, bientôt. Et l'idée d'A2Kids, c'est d'accompagner les parents de la grossesse à l'adolescence. Être parent, c'est évidemment se confronter à plein de changements, à des doutes, à des questionnements. Et l'éducation est une thématique fondamentale pour les parents dès l'âge de l'entrée à l'école et jusqu'à l'adolescence et même plus tard lorsque les enfants cherchent leur premier travail. D'accord. Mais l'accompagnement sur quel point? Parce qu'il y a tellement de points, il y a tellement de sujets. Tout à fait. Alors, les enjeux éducatifs des parents, c'est évidemment la scolarité, les apprentissages. Dans l'éducation, on parle aussi des écrans, on parle de l'alimentation, on peut parler des violences à l'école, il y a beaucoup de sujets. Donc, l'accompagnement que nous proposons via le site, il est individuel, puisque nous avons un annuaire de professionnels, notamment de l'éducation. On couvre 4 thématiques qui sont la parentalité, l'éducation, la santé et le bien-être. Donc des accompagnements individuels, mais également des ateliers que nous proposons soit en visio, soit dans nos locaux. Nous sommes à Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.
D'accord. Mais concrètement, c'est-à-dire qu'on est une famille avec 2 enfants, 2 parents. On va aller chercher quoi sur Atout Kids au-delà du fait de je me suis fâchée parce qu'il a une mauvaise note, comment dois-je réagir? Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Alors les parents, en fait, il y a beaucoup de métiers que les parents ne connaissent pas qui peuvent être très intéressants dans l'accompagnement soit du parent lui-même, soit de son enfant. Nous avons par exemple des graphothérapeutes. Oui. Donc un graphothérapeute travaille sur la rééducation de l'écriture. Alors il y a les psychomotriciens qui évidemment peuvent également répondre à cette demande. Et la graphothérapie, donc on est vraiment dans le geste graphique, dans de la motricité fine, et donc apprendre à l'enfant, dès la fin de l'école maternelle, comment tenir son crayon, comment écrire dans les lignes, ou déceler éventuellement des difficultés qu'il peut avoir dans ce travail d'écriture. Et donc peut-être mettre en relation aussi avec cette graphothérapeute? Absolument, c'est-à-dire que l'annuaire, ça fonctionne un petit peu comme d'autres annuaires de la santé que je ne citerai pas aujourd'hui, mais vous faites une recherche sur le site. Nous avons un moteur de recherche qui fonctionne par besoin. Et justement, l'intérêt, c'est que ces métiers que les parents ne connaissent pas, ils ne vont pas avoir l'idée d'aller les chercher tout seuls sur Google. Donc, en exprimant un besoin qui est, par exemple, « mon enfant écrit mal », comme on l'entend très souvent à l'école dans les premières années à l'école primaire, le parent dit « mon enfant écrit mal » et nous, on lui propose une palette de ces professionnels susceptibles de l'accompagner. Donc j'ai parlé des graphothérapeutes, mais nous avons également par exemple des psychopédagogues ou des orthopédagogues. Donc comme le nom l'indique, là on est dans la psychologie de l'apprentissage. Les neurosciences ont apporté plein d'avancées dans la compréhension du cerveau, dans la compréhension de la mémorisation. Et donc ces personnes qui ont été formées vont accompagner l'enfant pour lui permettre lui-même d'identifier comment il fonctionne et du coup quels outils il peut mettre en place pour faciliter ses devoirs à la maison ou ses apprentissages lorsqu'il est à l'école. Ce ne sont pas des médecins réels, en fait, c'est tous les gens qui sont autour, spécialistes de l'éducation. Exactement. Parce qu'on voit que souvent les apprentissages, c'est aussi fortement lié aux émotions. Quelquefois, les blocages de l'apprentissage, c'est simplement un manque de confiance en soi. Mais tout dans la vie, non ? Alors, beaucoup de choses, effectivement, sont liées aux émotions. C'est pour ça que le médical n'apporte pas des solutions à toutes les problématiques. Vous entendez dire aussi tout à l'heure que vous commenciez dès la grossesse. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec l'éducation aussi ? Alors, sur la grossesse, on est plutôt sur l'aspect parentalité. Ne tape pas dans le ventre de maman. Là, on est plus sur l'aspect parentalité, effectivement. Être accompagné, là aussi, dans ses émotions, dans l'arrivée de son bébé, dans toutes les thématiques auxquelles on va être confronté, le sommeil, les pleurs, l'allaitement éventuellement. Et c'est gentil de dire éventuellement pour l'allaitement. Merci beaucoup pour toutes celles qui ne le veulent pas. Voilà. Moi, je considère que chacun a le choix. Ouais. C'est gentil. Que de toute façon, il n'y a pas de bonne réponse. La meilleure réponse, c'est celle qui est adaptée à qui on est et à ce qu'on veut transmettre à ses enfants en termes de valeurs. Votre site n'est pas une dictature, rassurez-nous. Absolument pas. Non, non, pas du tout. Vous proposez aussi des ateliers ludiques. En quoi consiste-t-il ? Alors, ludique, nous avons pendant les vacances scolaires notamment des activités pour les enfants, mais c'est ludique, mais ça reste toujours pédagogique. Typiquement, on a pendant ces vacances scolaires des ateliers avec une graphothérapeute, justement, ouverts aux enfants de 4 à 6 ans, pour venir par des jeux, des coloriages, plein d'exercices de motricité fine, renforcer la puissance dans les doigts, parce qu'en fait, l'écriture, c'est d'abord physique, c'est d'abord cette capacité à tenir le crayon, avoir un geste fluide du doigt à l'épaule, et ensuite, effectivement, d'avoir compris quelques règles sur le fait d'écrire sur une ligne ou d'écrire entre 2 lignes, etc. Mais ça peut se travailler de plein de manières. On a les petites boules sensorielles, on a effectivement des recopiages de lignes. Avec des pleins et des déliés ? Absolument. Très chic. Mais alors, on imagine très bien tous les ateliers que vous proposez pour les enfants, mais vous proposez aussi pour les parents. Parce que finalement, les parents peuvent se sentir un peu démunis ou perdus, ou peut-être pas en phase avec leurs enfants, notamment pour tout ce qu'on en parlait juste avant, pour tout ce qui est numérique. Peut-être qu'ils ont besoin aussi de se former à cela. Absolument. Alors notamment, on le sait, hein, les devoirs, c'est vraiment une source de conflit très récurrente dans les familles. Dans les études, on voit qu'à peu près 50% des parents sont inquiets de la scolarité de leur enfant, des résultats qu'ils vont obtenir, et ils veulent s'investir. Alors, c'est une très bonne nouvelle, mais on ne s'investit pas n'importe comment. Et donc, nous, on propose aussi des ateliers pour les parents, justement, pour comprendre comment fonctionne l'enfant, comment fonctionnent les apprentissages de l'enfant, et donc, en tant que parent, comment on peut intervenir en trouvant l'équilibre, bien sûr, entre un soutien, mais jamais faire à la place de l'enfant, ce qui n'a jamais été positif pour personne, puisque
Le parent se fatigue et s'énerve, et l'enfant ne devient pas autonome, notamment dans ses devoirs, ce qui évidemment, au fur et à mesure de ses apprentissages, va poser des difficultés. Est-ce que vous avez réussi aussi à faire l'inverse, à proposer aux enfants d'éduquer les parents? Ah oui, non, mais alors, il faut y songer. Non, mais c'est une très bonne question parce que certains ateliers, notamment pour les adolescents, en fait, sont dédiés aux adolescents. Et après, c'est eux qui, à la suite de l'atelier, vont échanger avec leurs parents, vont partager certains outils qu'ils viennent d'acquérir. Et comme vous le dites, cette boucle va petit à petit se mettre en place, parce que ça rassure le parent finalement de voir que son adolescent a compris, a eu des prises de conscience, et revient motivé en se disant « mais ça y est, j'ai compris comment marche mon cerveau, comment marche ma mémoire, et donc je vais être plus rapide, je sais faire une fiche de révision, je suis moins stressée par rapport à mes contrôles ou à mes examens ». Et donc toute la famille est évidemment rassurée et apaisée. Mais là, donc, ça vient de l'enfant. Alors certes, un grand enfant, mais un enfant quand même. Moi, j'ai une question parce que vous nous disiez tout à l'heure que l'application mettait en relation les parents, les enfants avec des spécialistes. Oui. Je voulais savoir si vous étiez entouré de spécialistes pour concevoir l'application. Alors, oui, mais pas directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 500 professionnels dans le réseau A2Kids qui sont présents sur toute la France. Et donc, alors, soit quand on écrit un article sur une thématique spécifique, quand on crée un atelier ou quand on veut répondre à une question d'un parent, c'est moi-même qui me dirige vers le professionnel, puisque moi, je ne suis pas experte de tous ces sujets. Je coordonne un petit peu, je centralise finalement toutes ces expertises et ces compétences. Donc indirectement, tous les professionnels du réseau participent à l'évolution d'A2Kids, puisqu'ils me font des propositions aussi d'évolution, de nouveaux services, de nouvelles thématiques qui pour l'instant ne sont pas encore mises en place. On plaisantait, mais pas tant par rapport effectivement aux enfants qui peuvent éduquer les parents. C'est aussi important de dire de la part d'un parent, écoute, je ne sais pas, je vais me renseigner, ou moi aussi j'ai mal fait, ça m'est arrivé avant. Est-ce que vous avez ce lien aussi que vous proposez dans A2Kids qui permet aussi aux enfants de se sentir pas seuls face aussi à l'école, face à tout ce qu'on leur demande? Alors, ce que vous dites est très important, c'est-à-dire que le parent reste le premier modèle de l'enfant. Donc, reconnaître qu'on a fait une erreur, qu'on a mal fait ou qu'on ne sait pas, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est-à-dire qu'un enfant qui est dans le déni en pensant savoir, évidemment, ne va pas aller plus loin. Alors qu'à partir du moment où il dit « je ne sais pas, j'ai besoin de chercher de l'aide, j'ai besoin qu'on m'explique, j'ai besoin de poser une question », déjà, il va être beaucoup plus actif en classe, parce que c'est cette même relation qui va se mettre en place avec l'enseignant. Et si on n'ose pas demander parce qu'on a honte de ne pas savoir, eh ben, l'école, j'allais dire, perd de son rôle d'explication et d'apport pédagogique, justement. Donc c'est très important. Et on fait quelquefois des ateliers parents-enfants pour que tout le monde partage les questionnements des uns et se rassure mutuellement, j'allais dire. Dans la communication. Absolument. Comment est-ce que c'est gratuit votre site? Comment quel est votre modèle économique en gros? Absolument. Alors le site donc www.a2kids.fr, donc la partie annuaire, parce que finalement c'est un annuaire de professionnels de la famille que les parents peuvent consulter via ce moteur de recherche par besoin. Donc l'annuaire est en accès libre et gratuit pour les parents. Donc le modèle économique, puisqu'on en parle, ce sont les professionnels qui payent un abonnement pour être référencés dans notre réseau. D'accord. Et à côté, la partie atelier, évidemment, un parent ou un enfant qui participe à un atelier paye sa place, on va dire entre 15 et 30 € en fonction de la thématique qu'il aura choisie. Merci beaucoup Ariane Joutard-Paris d'avoir été avec nous et bravo pour la création de A2Kids qui va devenir une application très bientôt, j'ai cru comprendre, dans l'année qui vient. J'aimerais bien, oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Mickaël Dorian, c'est à vous dans quelques secondes. Oui, je suis prêt. Mickaël, au lendemain du débat du second tour, enfin de l'entre-deux tours, tour d'horizon des réseaux sociaux. Et comme il y a 5 ans, eh bien évidemment, le match Macron-Le Pen a fait beaucoup réagir. Et quelle affiche! Macron-Le Pen, le retour, il y a comme une impression de déjà-vu. Pour rappel, en 2017, Marine Le Pen avait perdu ses moyens face à Emmanuel Macron. La candidate était alors devenue la risée des réseaux sociaux, avec notamment ce mème qui était rapidement passé en top tweet. Vous savez, un mème, Virginie, c'est une photo, une animation virale
générale. Vous vous en souvenez de celle-ci. Eh bien, cette année, les choses auraient dû être différentes. C'est du moins ce qu'on nous a présenté ces derniers jours. On nous a dit que Marine Le Pen avait appris de ses erreurs, qu'elle avait travaillé ses dossiers. On nous a aussi dit au passage qu'Emmanuel Macron avait lui aussi appris de ses erreurs, qui serait cette année moins donneur de leçons, moins arrogant face à Marine Le Pen. Bref, on nous a dit beaucoup de choses qui se sont avérées en réalité totalement fausses. Totalement fausses, parce qu'on est en train de me dire en gros que le débat d'hier soir ressemblait à celui d'il y a 5 ans. Un peu beaucoup, oui, et c'est un constat assez unanime sur la toile. Le hashtag débat Macron-Le Pen était en top tweet depuis hier, avec des réactions assez similaires à celles d'il y a 5 ans. Emmanuel Macron est une nouvelle fois jugé trop arrogant et Marine Le Pen trop en dessous. On pensait qu'elle s'était préparée pour ce débat, un peu façon Rocky. Tout ça pour se prendre les pieds dans le tapis dès le début, pendant le générique de l'émission. Regardez. Je vais démarrer avant même que Mais ça n'est Vous pas avez grave. démarré sur la musique, vous pouvez reprendre. Ce crédit vous sera redonné. On n'a pas enlevé les secondes. J'en suis absolument navré. Premier gros raté de Le Pen qui parle pendant le générique, voilà, qui a fait réagir donc les jeunes sur TikTok. Voilà, après ce faux départ, d'accord, mais d'autres réactions de ce type sur Marine Le Pen? Alors avant de poursuivre Virginie et avant de vous répondre, Virginie, je voudrais faire une petite parenthèse si vous me permettez. Vous et moi, nous nous connaissons depuis janvier. Depuis le début de School TV. Enfin, nous nous connaissons. Vous me connaissez depuis janvier. Moi, je vous connais depuis bien plus longtemps. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Virginie, j'avais même tweeté sur vous en 2010. Regardez, j'avais tweeté sur vous en 2010. Je t'aime, Virginie Guillaume, nouvelle star forever. Vous voulez me refaire le coup d'hier soir Voilà, avec... Veuillez excuser cette parenthèse. Avec le tweet de Marine Le Pen, effectivement sorti, c'est ça? C'est un peu ça. Bah oui, parce que vous me demandiez s'il y avait eu d'autres réactions sur Marine Le Pen sur les réseaux sociaux après son faux départ d'hier soir. La réponse est oui. Vous vous souvenez donc du mème de 2017 dont je vous parlais tout à l'heure. Ils sont partout. Ils sont partout, voilà. Et bien le mème de 2022, le voici. Vous avez tout compris, Virginie. Marine Le Pen qui en plein débat brandit un tweet qu'elle a imprimé. Et là, c'est parti. C'est le climax de la soirée, comme on dit. Les réseaux se sont déchaînés. Je vous en ai sélectionné quelques-uns d'ailleurs. Celui-ci façon Martine. Marine imprime ses tweets en A3. Il y a aussi eu celui-ci, le style Koh-Lanta. Manu, je vote contre toi, tu es trop arrogant et ça m'énerve. Ou encore la version insoumis. J'aurais dû laisser ma place à Mélenchon. Des réactions concernant l'école également. Des réactions et surtout des déçus. Pour ce qui est du sujet de l'école, tout le monde s'accorde à dire que le débat était pauvre, à la hauteur de la pique lancée par Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Je ne sais pas si c'est McKinsey qui a suggéré votre réforme sur l'école. Et puis il y a eu cette phrase lancée par Léa Salamé qui a enflammé Twitter. Sauf votre respect, Emmanuel Macron, l'école, c'est important. Réaction donc de The Girl is Here. C'est gênant, clairement, on dirait qu'il faut quémander pour parler de la jeunesse en France. Autre tweet de Julien, bientôt 23h et on parle enfin d'école dans ce débat. Macron oublie de dire qu'il a transformé l'école publique avec les logiques de l'entreprise. Le Pen présente un programme réactionnaire. Et puis un petit dernier pour la route. Le voile aura donc pris plus de temps que l'école. Tous deux ont menti, aucun n'a apporté de solution. Tweet de Thibault. Donc... Effectivement, c'était le dernier sujet abordé hier soir et ça nous fait un peu mal au cœur sur School. Enfin, tous les deux ont dit effectivement que c'était un sujet primordial, essentiel, donc on va bien voir pour la suite. En tout cas, allez voter dimanche. Merci beaucoup. Merci, Mickaël. Vous voulez garder le tweet? Mais merci. Avec une petite dédicace, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard pour Souvenir d'écolier. Elle recevait Joyce Jonathan. Non, mais vous dédicacez pendant ce temps-là. Merci beaucoup. La chanteuse lui a raconté sa vision de l'école aujourd'hui. Regardez. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? L'école d'aujourd'hui, j'essaye un peu de suivre parce que mes petits frères sont au collège et au lycée. J'ai 2 demi-petits frères du côté de mon père. Et donc j'ai appris Ils sont que au collège, au lycée mon petit frère est en 3e, enfin le plus petit, et le plus grand passe son bac cette année. Il est en terminale donc. Et donc j'ai appris qu'il n'y avait plus de bac S, L, ES, ce qui m'a beaucoup perturbée. Non mais c'est terrible parce que moi je me moquais des bacs C, des bacs qu'on ne comprenait pas nous. Et c'est quoi alors maintenant? Et maintenant en fait il n'y a pas vraiment de terme, c'est que tu choisis des spécialités. En première, je crois que tu as genre 4 spécialités et en terminale 2 ou 3, enfin, je ne sais plus précisément, mais ce qui est pas mal parce que c'est vrai qu'au moins ça recentre sur ce que tu as envie de faire, sur tes facilités, tout ça, donc pourquoi pas.
Moi, le vrai regret que j'ai du collège-lycée, c'est les conseillers d'orientation. Je trouve qu'ils savent pas, enfin, ils nous désorientent finalement totalement. Des conseillers de désorientation. Exactement. Ce sont des déconseils de désorientation. Il y a rien qui. Enfin, moi, quand j'avais fait mon truc de conseiller, où tu as un genre de test, ça correspondait pas du tout à ma personnalité. Il y avait rien qui avait à voir ni avec la musique ni la psychologie. Et c'est pareil, c'était pareil pour mes copines, mes grandes sœurs. Et je trouve que c'est vraiment dommage en fait parce que on peut perdre du temps quand même quand on sort du lycée. C'est un moment qui est très dur dans la vie. On ne se rend pas compte. L'émancipation de ses parents, de son petit nid familial, de sa maison, tout ça. De choisir un métier, ça met une pression de dingue. Et finalement, je trouve que ça devrait être peut-être un peu plus développé. Peut-être qu'il faut qu'il y ait un peu plus de stages ou de formation dans ce cas. Sans que ce soit des bacs technologiques ou des bacs professionnels. Mais c'est vrai que c'est très très dur le grand saut qu'il y a entre la terminale et la fac ou n'importe quelle école secondaire. Enfin, je ne sais plus comment on dit. Secondaire, école. N'importe quelle école après le bac. Vous avez une petite fille, on l'a dit. Oui. Quelle éducation vous comptez lui donner? C'est dur à dire. Moi, j'aimerais bien qu'elle fasse une école comme j'ai pu faire, l'école alsacienne, parce que je trouve que c'est une école qui est à la fois structurante et en même temps qui n'est pas plan-plan. J'ai l'impression que... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas un côté... en fait... Non, c'est l'usage de plan-plan. Ah, c'est plan-plan. Ouais. Ah, moi, j'aime bien ce mot. Ok. C'est vaxé un peu, ouais, plan-plan. Mais non, en fait, ce que j'aime bien dans ce genre d'école, c'est qu'il y a un petit peu de tous les horizons. Bien sûr, je pense que c'est un privilège d'être à l'école alsacienne, mais malgré tout, il y a quand même des personnes qui viennent de tous les horizons. Et c'est important d'avoir une connaissance un peu déjà du monde, entre guillemets, quand tu grandis et quand tu évolues. Vous trouvez que ça travaille l'ouverture d'esprit, quoi? Bien sûr, c'est tellement important. C'est tellement important, en fait, de ne pas réaliser les choses trop tard, parce que c'est comme ça qu'on perd du temps ensuite. Donc elle sera sûrement à l'école alsacienne, alors? Peut-être à l'école alsacienne, peut-être ailleurs. Mon amoureux est corse, je sais qu'il rêverait qu'on habite en Corse. Peut-être qu'on pourrait trouver un peu plus un moyen de faire Paris et la Corse. Mais bon, de toute façon, on n'y est pas encore, hein, elle a 15 mois. Il y aura de la musique dans sa vie? Il y en a déjà beaucoup, parce qu'on lui chante des chansons à peu près tout le temps. Et mon compagnon est pianiste, donc vraiment la musique est très, très présente tout le temps. Donc ça, c'est cool. Et puis elle est assez réceptive. Je pense que tous les bébés, les enfants sont réceptifs à la musique, mais du coup, c'est trop mignon parce qu'elle fait des petits sons, des la 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 la, comme ça. Elle a déjà du talent? Oui, je pense qu'elle a déjà une carrière qui s'ouvre à elle. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Joy Jonathan pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Voilà, Joy Jonathan, donc chez Malika Ménard. Et tout de suite, place au meilleur de School TV avec le ZAP. La sortie de votre livre Crise des programmes scolaires, sorti en 2019, vous avez déclaré l'école et les programmes, j'ai l'impression que tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Dans cette émission, justement, on essaye de les présenter chaque jour. Alors pourquoi il y a une telle méconnaissance des programmes, selon vous? Et finalement, on les critique sans même savoir ce qu'il y a dedans. Écoutez, je crois qu'il y a une méconnaissance, c'est vrai, pour les parents, hein, pour les citoyens, il y a une méconnaissance. Parfois avec de l'indifférence, au fond ça c'est le rôle de l'école, ils ont qu'à se débrouiller. Parfois avec un petit peu de, quand même, c'est gênant, quoi. J'aimerais bien savoir pour ce que mes enfants apprennent au collège. Alors pourquoi cela? Je crois tout simplement parce qu'il y a des... Mais je le dis sans critiquer ni personne, mais il y a des milieux, si vous voulez, qui ont leur intérêt à ce que tout cela ne soit pas dans le débat. Notamment, disons-le, les propriétaires des disciplines installées, hein, qui ne verraient pas d'un bon œil qu'on aille interférer avec les programmes des disciplines au nom de quoi? Au nom d'autre chose. Et c'est bien ça la question. C'est qui les propriétaires? Alors voilà, les propriétaires, les représentants des disciplines, qu'il s'agisse d'inspecteurs généraux, d'associations, enfin peu importe. Hein. Et puis aussi les ministres. Les ministres. Je ne parle pas du ministre qui termine son mandat là, je parle de manière beaucoup... Enfin lui aussi d'ailleurs. Je parle de manière beaucoup plus générale. Quand on est ministre, on aime bien faire joujou avec ça.
Faire joujou. Alors, comme finalement, on ne sait pas bien les programmes à quoi ça sert, parce que c'est quand même bien ce qui manque comme réflexion, on ne sait pas bien quelles sont les finalités même de tout ça, le ministre, on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit de jouer, quoi. Hein. Alors, il joue. Sciences Po reste le Graal pour beaucoup d'élèves, effectivement. Heureusement, on sait qu'en France, il y a beaucoup de formations. Il y a 19 000 formations sur Parcoursup. Mais pour beaucoup d'élèves, effectivement, moi, je suis frappé, depuis le temps que je prépare des élèves, par leur très forte motivation, souvent dès la seconde. Comment vous expliquez que le succès ne se dément pas année après année? On voit que les chiffres sont encore en progression, notamment à Sciences Po Paris. D'abord, l'ancienneté et en même temps la capacité à évoluer. C'est-à-dire que vous disiez en introduction que Sciences Po est une école connue pour former les élites et beaucoup d'éléments sortant dans la fonction publique. En réalité, aujourd'hui, les 3/4 des élèves qui sortent de Sciences Po n'entrent pas dans la fonction publique, mais dans le privé. Donc, Sciences Po a su ouvrir d'abord ses formations avec du droit, du management, de l'économie, la sociologie, une école urbaine, enfin un certain nombre d'éléments d'une part, a su très fortement élargir son recrutement qui était évidemment très élitiste, comme à un moment où je rappelle qu'on n'avait pas autant d'élèves qui passaient le bac il y a un siècle, ni même qu'il y a 30 ans. Donc a su beaucoup élargir son recrutement. La présence des campus à Paris, hors de Paris, que vous évoquiez, Reims, Dijon, Reims, Dijon, Nancy et autres montrent bien qu'on cherche à s'ancrer beaucoup plus dans les territoires. Et les programmes évoluent énormément. Beaucoup, tout le temps, même si, vous l'avez évoqué, on traite un certain nombre de sujets, dont les sciences politiques, l'histoire, la philo, le droit. Et Sciences Po a su d'autant plus se développer avec une 3e année à l'étranger, qui est quand même spécifique. La 3e année du bachelor se passe à l'étranger, ce que peu d'écoles font en réalité, et c'est une année systématique qui attire beaucoup, beaucoup les élèves. Moussa, vous le disiez, les déterminés, c'est non seulement une façon de faire briller l'entrepreneuriat en banlieue, mais pas que, le milieu ruraux aussi. Il y a un sondage qui est assez récurrent dans les milieux ruraux, c'est celui de Famille Rurale, l'association qui mène chaque année une grande enquête sur la ruralité avec l'IFOP. Cette année, elle note que les débats publics tendent à réduire la ruralité, je cite évidemment cette enquête, aux seules notions de nature, d'environnement et de qualité de vie, mais on néglige, voire on oppose la vocation productive et la vocation entrepreneuriale de la ruralité. Vous avez le même sentiment tous les deux ? Moi, c'est un constat que je partage fortement. Parfois, voilà, il y a des points de similarité avec certains territoires, que ce soit en banlieue ou en territoires ruraux. Souvent, on a essayé d'opposer les territoires, mais en réalité, c'est les mêmes problématiques. Quand on parle de problématiques de mobilité, quand on parle de problématiques de déserts médicaux, etc., ou de commerce qui quittent certains quartiers ou certains territoires, où il n'y a pas forcément de lien social. Et ça, il faut remettre du lien, il faut remettre des commerces, il faut remettre de la mobilité, il faut faire en sorte que dans les territoires les plus reculés, ce qu'on appelle les territoires reculés, finalement on arrive à créer de l'attractivité, on arrive à créer du collectif pour que les gens puissent mieux vivre. Et c'est pas des solutions qui viendront d'en haut qui vont avoir la réponse, c'est des initiatives du bas, local, c'est comment on arrive à mettre les gens en lien, en collectif, pour que finalement il y ait les solutions sont déjà là. Il y a tout, il faut juste mettre en lumière, donner les moyens nécessaires pour que les gens puissent s'exprimer et faire, parce que je pense pas que les gens attendent qu'on fasse à leur place, mais au contraire, ils ont des solutions, ils ont des réponses, etc. Mais voilà, il faut juste qu'on arrive à créer des passerelles, des ponts pour que ça se fasse dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est un constat, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine période électorale. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à citer certains territoires pour d'autres critères que le critère de on se sent bien, on veut vivre, on veut aussi travailler et pas bouger de là où on est et d'évoluer dans notre carrière. Souvent, les gens ils sont amenés pour réussir à partir. Mais parfois, il y a de la richesse dans le propre territoire dans lequel on est et il faut la valoriser. On lit les programmes avec les nouveaux enseignements, donc le MC, le DD ou le MI, eh bien on a l'impression qu'ils n'apportent pas seulement des connaissances, mais que ces enseignements apprennent quand même à vivre ensemble. Nous apprennent à ces élèves à vivre ensemble. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est ça l'objectif et ça me fait plaisir qu'en les lisant, vous ayez perçu cela. Mais la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, si les programmes, notamment, regardez le cas au lycée, où il y a quand même un stress, une presse sur finir les programmes avant, etc. Bon. Ces textes que vous évoquez, qui effectivement visent des choses autres que la compétition, notamment... pourrait-on apprendre à vivre avec les autres, des choses comme ça. Bon, ces choses-là, par la force des choses, ça se trouve extrêmement minoré
dans la réalité des établissements. Quel type de conseils on trouve justement sur cette plateforme SOS Sciences Po. SOS Sciences Po. Je sais qu'ils ont mis en place des binômes Sciences Po. Ah. C'est des étudiants à Sciences Po qui se proposent d'aider. Du mentorat, quoi. Pour les écrits et le grand oral. C'est super, ça. Et du coup, moi, j'ai pu échanger avec une élève qui est en 3e année, je crois, qui m'a corrigé un peu sur mes écrits. Là, pour l'oral, je vais me servir du livre de Olivier Jaoui. Bonne idée. Mais SOS Sciences Po, ils font même des lives d'actualité pour nous mettre au courant pour les images. Ils nous donnent tous les conseils, les erreurs à pas éviter. Les conseils en termes de méthodologie ou pour structurer sa pensée, c'est ça? Exactement. D'accord, Mathilde. Oui, parce que pour l'épreuve de l'oral, vous avez une image, hein, c'est ça au choix. Quelle est l'image Vous l'avez déjà ou pas? Non, on a 2 images au choix, enfin 2 documents iconographiques au choix. D'accord, et quelles sont-elles? En fait, on a le choix entre 2 images, on ne sait pas ce sera lesquelles, mais ça peut être, en général, il y a une image d'actualité, c'est ça, et ça peut être une peinture. C'est une épreuve, en fait. Une épreuve les élèves ne connaissent pas en fait. Ils arrivent, ils se présentent en 2 minutes. Très importante présentation car les jurys n'ont aucune connaissance, les écrits ne sont pas donnés aux jurys. Et on leur présente 2 photos. On leur présente 2 photos, 2 images, aucun temps de préparation. Et ça peut être un tableau, effectivement. Ça peut être, le plus souvent, oui, ça a été un tableau. On a eu Duchamp, on a eu Dali les dernières, des tableaux quand même un peu iconiques et beaucoup de photos d'actualité. Moi, je recommande aux élèves de surtout s'entraîner aux photos d'actualité parce qu'il y en a toujours au moins avec la guerre en Ukraine, on imagine. Et la guerre en Ukraine, entre autres, effectivement, j'ai vu passer des photos évidemment avec Zelensky, avec les exactions russes. Dans les villes et villages ukrainiens. Mais on n'attend pas de l'élève qu'il reconnaisse. Ce n'est pas une épreuve de connaissance. Sciences Po le dit clairement. Alors évidemment, quand l'élève connaît ou reconnaît... Et Sciences Po parle souvent d'originalité. Je veux bien, comment on colle au sujet tout en étant original. C'est pas... par exemple, si on prend sur une photo, on demande vraiment aux élèves d'interpréter. La Sciences Po est très claire, ils le disent très bien, et ça a été bien testé l'an dernier. C'est des photos, les jurys ne les connaissent pas vraiment, ils les découvrent quasiment avec les élèves. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de corrigé. Et on va demander à l'élève d'interpréter. Et par exemple, l'année dernière, une photo avait été donnée à Sciences Po, que j'avais utilisée avec mes élèves, où on voyait la muraille de Chine, un peu loin, sur des montagnes. Donc on avait un paysage vallonné, la muraille de Chine. Alors évidemment, on attend que l'élève reconnaisse la muraille de Chine. Oui, c'est comme... Sinon, on est un peu embêté. C'est comme un Dali, il vaut mieux savoir que c'est Dali. C'est le mec se focalise sur la montagne. Et alors, tous les élèves voyaient effectivement cette muraille puissante sur les montagnes. Et un élève, lui, m'a dit que... alors tout le monde voyait la force de l'homme sur la nature et sur les montagnes. Et un élève, voyant la photo, me disait, mais en fait, en réalité, cette muraille de Chine, qu'on dit voir de la Chine, et de la Lune, pardon, qu'on dit voir de la Lune, et qui est le plus imposant édifice construit par les hommes, par rapport aux montagnes, elle est minable. Donc lui, il voyait, alors tout le monde voyait la puissance, la force de la nature, la puissance de la Chine. Lui, il disait, rien du tout, c'est minable, c'est peanuts. Donc vous devenez finalement, si j'ose dire, le réseau social qui permet justement d'avoir accès à ces infos, à ces financements. Vous dites vrai, ce que vous dites sur l'information, c'est déjà la première, on va dire, discrimination, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'accès à l'information. Souvent, il y a plein de choses qui sont faites, qui existent, mais les gens ne sont pas forcément informés. Et déjà, nous, la première chose, c'est d'informer. C'est de dire, voilà, ça existe et vous pouvez y prétendre. Après, derrière, la deuxième chose, c'est comment on arrive à embarquer et sourcer les gens. Ça, c'est un gros travail de terrain, de proximité qu'il faut avoir, parce que sans la proximité, on ne touche pas les gens, même parfois quand ils sont informés. Et vous avez dit une chose, quand on veut, on peut, individuellement, ça marche, mais collectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, là, il faut mettre des outils ou des acteurs très locaux qui vont pouvoir amorcer et donner l'information à tous et d'agir concrètement à la racine. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a sur le plan de l'éducation, il y a sur le plan de l'emploi, il y a sur le plan de l'entrepreneuriat et du lien social qui, pour moi, sont des éléments hyper importants pour faire en sorte que une certaine population puisse avoir les armes pour pouvoir s'en sortir, créer des projets, se développer, créer une entreprise. Derrière, nous, on voit les gens qu'on accompagne qui montent des boîtes, elles créent leurs boîtes, elles permettent de sortir de leur problématique, parfois certains de leur précarité,
elles acquièrent une autonomie financière. Derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va créer de l'emploi. Et elles vont recruter où? Elles vont recruter dans les territoires dans lesquels elles viennent. Et donc, ça va être un cercle vertueux et positif. Et ça crée de la richesse, ça crée de la croissance. Et ça, c'est intéressant. C'est le modèle qu'il faut mettre en avant aussi. Pourquoi une telle passion autour des programmes scolaires? Oui, c'est curieux. Vous avez raison de dire ça. La passion, par moment, la presse s'enflamme, ça dure 15 jours. Puis après, on n'en entend plus du tout parler. C'est vrai aussi. Les deux choses, tout le monde s'en fiche d'un certain côté. Hein. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de creuser ça. Pourquoi cette passion et puis tout d'un coup cet abandon, hein? À votre avis? Ben, je crois que la question, pourquoi est-ce que finalement la société, nous tous comme citoyens, on s'occupe peu des programmes d'enseignement, c'est qu'il n'y a jamais eu les conditions d'un débat pour cela. C'est-à-dire que les programmes de 2022, c'est ceux hérités de 2020, c'est ceux hérités de... Et d'héritage en héritage, on se rend compte que les ministres, ils croient qu'ils font quelque chose, mais c'est à la marge qu'ils touchent. À la marge, vraiment à la marge. Et sinon, on est quand même surtout dans le mode de la reconduction, hein, de programmes anciens. Alors justement, reconduction de programmes qui, pour une part, mais plus exclusivement, mais pour une part, repose sur des disciplines, un découpage en disciplines, le français, les maths, l'histoire, etc., etc. On n'a pas toujours enseigné comme ça. C'est le 19e et le 20e siècle, les disciplines. Alors, on n'a pas toujours enseigné comme ça. C'est quand même aujourd'hui encore le cas très grandement. Dans l'enseignement du premier degré, non. L'enseignement primaire échappe un petit peu. Encore qu'il y a des séquences maintenant assez figées. Hein, ouais. Mais enfin, tout ce qui est le secondaire, le collège, le lycée, l'enseignement, il est quand même formaté entre des disciplines. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci Mickaël. Oh, c'est vrai, j'ai une dédicace. Ouais, je vais dédicacer. Oh, il est mignon. Mickaël, love, Mickaël Dorian. Il va falloir me changer cette signature pourrie, en revanche, parce qu'il faut faire quelque chose. On se retrouve demain, Mickaël, avec une nouvelle belle signature. Canal 247 sur les Freebox et bien entendu schooltv.com. Merci à toute l'équipe de School TV, en particulier à Emma Guessel et à Agathe Delannoy. Ciao.